Au Niger, le chef de file de l'opposition a effectué une descente dans le centre de traitement du fichier électoral. Objectif, s'enquérir des conditions des opérations de correction des listes électorales. Au Gabon, manifestation du groupement Rassemblement Gabonais des Jeunes Patriotes. L'association demande à la classe politique d'améliorer le quotidien de la jeunesse gabonaise. Et puis en France, les attentats du 13 novembre se traduisent par un regain d'intérêt de nombreux jeunes envers les carrières militaires. Le constat en fin d'édition. Ravi de vous recevoir au rendez-vous, mesdames, messieurs, bienvenue. Au Mali, le patron du groupe Résidor a déclaré mardi que 3 gardes armés assuraient la protection de l'hôtel Radisson Blu de Bamako lors de l'attaque du vendredi 20 novembre. Il a également précisé que 2 gardiens et 3 employés maliens avaient été tués. Les précisions. 6 Russes, 3 Chinois, 2 Belges, une Américaine, un Sénégalais, un Israélien et 6 Maliens ont été tués, outre les 2 assaillants de nationalité encore inconnue. Le bilan s'établit donc à 20 victimes. On dénombre 3 membres du personnel de l'hôtel et 2 membres des services de sécurité. Les corps des victimes se trouvent toujours à Bamako pour les besoins de l'enquête. Nous partageons le douleur avec ces familles. J'ai rencontré ces familles. Je les ai écoutées. Je les ai assurées de leur soutien d'aujourd'hui, demain et dans les semaines à venir. Parce que dans un événement comme ça, on doit y faire face ensemble. Était sauvegardé par 3 gardes armés le matin même où l'attaque avait lieu. Je ne sais pas un autre hôtel à Bamako qui avait 3 services de sécurité armés devant l'hôtel à ce moment-là. Donc le service était présent. Évidemment, nous allons faire l'enquête et nous allons revoir les événements et avec le gouvernement ensemble. Nous allons faire les nécessaires pour encore augmenter le service de sécurité dans le futur. Pour saluer la mémoire des victimes, environ 100 employés de l'établissement se sont rassemblés mardi à l'entrée de l'hôtel, toujours fermé au public. Au moins 3 complices présumés étaient recherchés mardi. La télévision publique diffuse régulièrement depuis lundi un appel à témoins de la police nationale sollicitant toute information sur les 2 assaillants tués, photos à l'appui. En Tunisie, l'état d'urgence a été réinstauré mardi soir après la mort de 12 agents de la sécurité présidentielle dans un attentat contre leur bus en plein centre de la capitale. Le président tunisien, qui a annulé une visite d'État en Suisse, a annoncé que l'état d'urgence était réinstauré sur l'ensemble du territoire. Celui-ci avait été levé début octobre, soit 3 mois environ, après l'attentat qui avait fait 38 morts près de Sousse et avait été revendiqué par l'organisation État islamique. Notons qu'une réunion du Conseil de sécurité nationale est prévue pour ce jour. En Égypte, le bilan de l'attaque suicide perpétrée mardi par le groupe État islamique dans un hôtel de la péninsule du Sinaï s'est alourdi à 7 morts. Outre 2 kamikazes, 4 personnes avaient péri dans l'attaque, dont un juge et 2 policiers. L'attaque a été revendiquée par le groupe qui se fait appeler Province du Sinaï de l'État islamique. Le groupe avait assuré avoir placé une bombe à bord d'un avion russe qui s'est écrasé le 31 octobre dans le Sinaï, tuant ses 224 occupants. Au Niger, le chef de file de l'opposition a visité le centre de traitement du fichier électoral. Seyni Oumarou est allé s'enquérir des conditions des opérations de correction des listes électorales. Il a par ailleurs réaffirmé, disais-je, l'exigence de l'opposition, celle de l'audit du fichier. Les précisions avec Abdul Karim Mahamadou. Le chef de file de l'opposition a tenu à réaffirmer les inquiétudes de l'opposition sur le processus d'élaboration du fichier électoral. Un fichier dont les listes provisoires sont entachées d'irrégularités selon lui. C'est pourquoi Seyni Oumarou a, devant le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et les responsables du comité du fichier électoral biométrique, insisté sur les exigences de l'opposition, à savoir l'audit du fichier électoral par une structure indépendante et internationale. Ceci pour éviter au Niger une crise post-élection, a-t-il soutenu. Nous le
disons et nous le réitérons. Ce fichier doit être obligatoirement audité avant sa remise à la CENI. Nous y tenons parce que nous ne voulons pas qu'après ces élections, que nous ayons des problèmes post-électoraux. Que cet audit soit un audit qui ne soit pas fait par un cabinet national, mais par un cabinet international qui est reconnu par rapport à son expertise dans le domaine de l'audit des fichiers électoraux. Le comité du fichier électoral biométrique doit remettre le fichier finalisé à la date du 21 décembre prochain. Passé ce délai, cela risque de perturber le chronogramme des élections élaborées par la CENI. Or, c'est à ce moment seulement que l'audit peut avoir lieu. Un dilemme pour la CENI, car reporter les élections suppose violer la Constitution. Mais le président de la Commission électorale nationale indépendante trouve cela jouable pour la crédibilité des élections. L'essentiel pour nous, CENI, c'est qu'on ait un fichier consensuel, fiable, exhaustif et accepté de tous. L'audit ne nous dérange pas en tant que tel, mais il faut que les choses se passent de sorte que le fichier nous soit remis en un temps, à un moment opportun. Que le fichier ne soit pas remis en retard, de sorte à perturber notre chronogramme. Aujourd'hui, seul un consensus entre toute la classe politique peut définitivement régler ce problème de l'avis de plusieurs observateurs de la scène politique. Un cadre existe pour cela, le Conseil national de dialogue politique, un organe que boude pour l'instant l'opposition nigérienne. Direction le Gabon où le groupement Rassemblement Gabonais des Jeunes Patriotes a organisé le week-end écoulé une manifestation. Au cours de la dite manifestation, le groupement associatif a interpellé les autorités administratives et politiques du pays, leur demandant de se pencher sur le quotidien de la jeunesse qu'ils jugent de plus en plus pénible. Reportage. Sur ces quelques affiches de fortune maladroitement placardées sur les murs délabrés d'un édifice public, on peut y lire: la révolution viendra du MAPAC. Le Rassemblement des jeunes républicains, qui dit ne se reconnaître dans aucune tendance politique du Gabon, dit juste vouloir que la jeunesse gabonaise ne soit plus sacrifiée sur l'autel des ambitions personnelles des politiques. Nous ne sommes pas d'accord de tout ce qui se passe. En tant que débiteurs d'obligations, ils ont le droit de contenter les détenteurs de droits que nous sommes. Un vote, un job. Le slogan du Rassemblement des jeunes républicains en dit long sur leur visée. Ils disent vouloir le travail pour tous les jeunes et de meilleures conditions de vie. Les mêmes hommes aujourd'hui qui sont dans l'opposition, ce sont les mêmes gens hier qui ont parlé de ça. Et aujourd'hui, c'est pourquoi l'opposition est venue crier. C'est pas parce qu'ils sont dans l'opposition qu'on va penser que c'est eux qui ont la vérité. Prochaine étape, cette marche de la jeunesse gabonaise dans les prochains jours qu'entend organiser ce groupement de jeunes. Les jeunes patriotes promettent un rassemblement de plus de 30 000 jeunes dans les rues de Libreville. Objectif, faire entendre la voix de la majorité silencieuse, souvent utilisée comme du bétail électoral. Du Gabon, rendons-nous en RDC où le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa Yobelo, a officiellement pris ses fonctions le vendredi dernier à Kinshasa. Le point de la cérémonie de passation de charge avec notre correspondante sur place, Yayet Mavenga. Après avoir assuré l'intérim à la tête de la Commission électorale nationale indépendante pendant plus de 3 semaines, le rapporteur Jean-Pierre Kalamba, actuel rapporteur de la CENI, se dit très satisfait d'avoir rendu ce service très pénible à la nation congolaise. Mais maintenant, il rend le poste acquis de droit avec une très grande satisfaction. Président Haï, président intérimaire, rapporteur, et aujourd'hui je peux m'estimer heureux parce que je remets la croix à celui qui doit être crucifié pour aller. Et à ce moment-là, Simon reprend son chemin pour aller là où il devrait être. Pour sa part, le nouveau président de la CENI, Corneille Nangaa, prenant la mesure de la charge, a donné ses gages d'assurance. Il a également rassuré le peuple quant à l'organisation des élections transparentes et crédibles conformément à la Constitution congolaise. L'objectif étant d'arriver à l'organisation des élections libres, justes, transparentes et crédibles. C'est ça la mission légale qui nous est confiée et nous nous empressons donc à prendre cet engagement qu'avec les concours des uns et des autres,
nous allons atteindre cet objectif. Signalons que Corneille Nangaa compte sur le soutien des uns et des autres pour organiser les élections en 2016. En France, élan patriotique, envie de servir le pays face à la menace. Les attentats du 13 novembre se traduisent par un regain d'intérêt de nombreux jeunes envers les carrières militaires. Mais l'armée, elle, n'est pas prête pour autant à recruter tout ce qui frappe à sa porte. Les images. Rennes, dans un centre de recrutement des armées. Depuis les attentats, on se presse pour s'informer, passer des entretiens, déposer un dossier. Certains jours, il y a même 2 fois plus de candidats qu'avant le 13 novembre. Le même phénomène s'est produit au mois de janvier. Il y a eu effectivement une affluence dans les CIRFA. Après, nous, on continue de travailler exactement de la même façon dans la constitution des dossiers. Il faut que chacun mûrisse correctement sa décision et ça ne se fait pas sous le coup de l'émotion. Voilà. Ces jeunes potentiels recrues savent bien ce que passer sous les drapeaux veut dire, comme partir loin de sa famille, sur le front, sous les tirs même, mais cela ne semble pas les effrayer. C'est pour ça qu'on s'engage un peu à l'armée, à la base, normalement. Enfin, on est en tout cas amené, on peut être amené à faire la guerre, donc enfin, ça me fait pas spécialement peur non plus. Après, on est formé, on n'est pas tout seul non plus, donc... Cet étudiant, par exemple, est prêt à quitter les bancs de la fac pour rejoindre l'armée. Comme beaucoup, face au terrorisme qui menace la France, il ne veut pas, comme il dit, rester sans rien faire. Moi, j'ai un esprit assez patriotique, alors moi, ça me fait pas peur si c'est histoire de défendre mon pays, si je peux le dire comme ça. C'est pas ce qui me fait peur, ça me dérange pas. Non. Ça m'attire plus qu'autre chose finalement. Quel que soit le contexte, la porte reste étroite pour les candidats qui doivent convaincre de leur motivation réelle. Depuis le début de l'année, à Rennes, sur 129 dossiers déposés, seuls 26 ont été retenus. L'ONU a déclaré mardi vouloir briser l'épidémie de sida en doublant le nombre de personnes sous traitement antirétroviraux d'ici 2020, alors qu'un peu moins de la moitié de ceux vivant avec le VIH y ont actuellement accès. Plus de précisions avec Michel Sidibé, il est le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Le rapport montre que tous les 5 ans, nous avons plus que doublé le nombre de personnes sous traitement salvateur, ce qui est tout simplement génial. Si vous vous souvenez, en 1996, quasiment personne n'était sous traitement. Aujourd'hui, c'est 15 millions. 15 million now. If we manage to seize the next 5 years, si nous saisissons ces 5 prochaines années, si nous réussissons à maintenir notre investissement et s'assurer que nous doublons le nombre de personnes sous traitement, nous pouvons réellement briser l'épidémie de sida et l'empêcher de rebondir. Nous pouvons aider à accélérer le rythme et contrôler l'épidémie de façon à en finir avec le VIH-Sida d'ici 2030. To control the epidemic and go for ending HIV/AIDS by certainly 2030. If we manage to do that one, si nous arrivons à faire ça, nous pourrons éviter 28 millions de nouvelles infections et presque 22 millions de morts. Voilà, ce sera